Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Donc, on va surveiller les admissions. Je viens de faire entrer tout le monde à la salle à la conférence. Donc, bonjour, mon nom c'est Laurie Fradette. Je suis la coordonnatrice de la chaire de recherche sur les violences sexistes et sexuelles en milieu d'enseignement supérieur. Donc, bienvenue à la conférence de Sophie Gagnon aujourd'hui, accès à la justice et violences à caractère sexuel. Avant de céder la parole à Sophie Gagnon, il va y avoir Manon Bergeron, qui est la titulaire de la chaire, qui va dire quelques mots. Et moi, je voulais juste vous aborder en fait quelques petits détails techniques là, concernant la conférence. D'abord, juste savoir que la conférence va être enregistrée. Donc, elle va être déposée ensuite sur le site de la chaire. Donc, juste important de le savoir. Ça va être possible d'y avoir accès d'ici quelques jours ou quelques semaines, là, nous verrons. Ensuite, présentement, normalement, votre micro était tous fermés à l'arrivée. Donc, je vais vous demander de garder ça ainsi, juste pour que ce soit plus facile, là, pour qu'on n'ait pas plusieurs bruits ambiants pendant la conférence. Pour ce qui est de la période de questions, en fait, il va y avoir une période de questions. Si vous avez des questions au fur et à mesure de la conférence, je vous invite à les poser sur le chat. Donc, vous pouvez les écrire, puis on va prendre le temps de les lire, puis voir en fait s'il y a plusieurs questions. On va la poser seulement une fois. Puis, en même temps, pendant cette période-là, à la fin, à la période de questions aussi, vous allez pouvoir utiliser le petit icône là, de lever la main, avec la main en fait, pour poser la question. Là. Quand on sera rendu là, je vous montrerai comment procéder. Enfin, dernière petite information, pour ceux et celles qui ne le savent pas nécessairement, vous avez la possibilité sur Zoom de voir seulement la personne qui parle, donc et de ne pas voir nécessairement tout le monde en même temps là, qui participe à la conférence. Donc, pour ça, il faut juste cliquer sur le petit icône en haut à droite qui s'appelle soit Gallery View ou affichage intervenant. Donc, si vous cliquez là-dessus, vous allez avoir différentes options pour voir seulement la personne qui parle, donc la conférencière, ou voir tout le monde. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à Manon Bergeron, qui va dire quelques mots sur la chaire et qui va présenter notre conférencière. Et ensuite, on va aller de l'avant avec la conférence de Sophie Bergeron. Merci à tous pour votre présence aujourd'hui. Oui, effectivement. Merci, Laurie. Donc, c'est vraiment impressionnant le nombre de personnes que je vois à l'écran et il faut défiler sur plusieurs écrans. Alors, vraiment, ça dénote tout l'intérêt et la pertinence de la conférence d'aujourd'hui. Alors, merci beaucoup, Maître Sophie Gagnon, d'être présente avec nous. Je vois des visages, il y a des partenaires de la chaire, il y a des visages d'amis et il y a plusieurs personnes aussi qui étaient présentes lors de nos conférences à l'hiver au printemps dernier. Donc, vraiment, merci. En ces temps un peu étranges aussi où les Zooms se multiplient, votre présence est encore plus appréciée. Alors, ça nous fait vraiment grand plaisir d'accueillir la directrice et avocate, directrice de Jury Pop et avocate Sophie Gagnon. Donc, Jury Pop est un organisme essentiel dans la lutte aux agressions à caractère sexuel. Donc, et je pense qu'à travers toutes les fois où on vous suit, on remarque à quel point l'approche, elle est très centrée sur les victimes et ça fait écho vraiment à l'approche aussi qui est préconisée dans la chaire de recherche. Donc, un grand merci de votre présence. Puis, voilà, j'ai mon petit cahier de notes. Moi aussi, je suis prête à prendre des notes. Merci beaucoup. Merci, j'en déduis que c'est mon tour. Merci Laurie et Manon pour cette introduction. Bonjour tout le monde. Moi aussi, je vois des visages connus, des personnes pour qui j'ai beaucoup d'admiration qui travaillent sur les enjeux des violences à caractère sexuel, parfois même avant que j'ai vu le jour. Alors, ça me touche beaucoup que vous soyez là. Merci. Et puis, je vais partager mon écran dans quelques instants. Ne sachant pas à l'avance qui allait être présent, quelles allaient être vos connaissances sur les enjeux de violence à caractère sexuel et d'accès à la justice, ma proposition bien humble aujourd'hui était de vous faire un aperçu vraiment des services que Jury Pop offre et des quelques constats qu'on a pu tirer depuis le lancement de nos initiatives au début du mois de juin.
En fait, c'est la première conférence de ce genre que je donne depuis le lancement de nos services au début de l'été. Alors, vous allez avoir des constats en exclusivité sur les services qu'on offre aux personnes victimes et aux survivantes depuis quelques semaines, depuis quelques mois. Alors, sur ce, ça va me faire vraiment plaisir de répondre à vos questions à la fin. Je n'aurai pas l'opportunité de les voir pendant la présentation, mais s'il vous plaît, gardez-les en tête ou écrivez-les. Puis, j'ai bon espoir qu'on pourra avoir un dialogue à la fin de tout cela. Alors, voilà, vous devriez voir mon écran. Donc, voilà les quelques éléments là, desquels je vous propose de discuter aujourd'hui. Donc, un très bref aperçu de notre organisme de Jury Pop. Dans un deuxième temps, je vais vous présenter un historique de nos initiatives en matière de violence à caractère sexuel en donnant une attention plus particulière aux services juridiques gratuits qu'on a lancés en collaboration avec le gouvernement du Québec au début du mois de juin. Puis Manon disait en introduction que nos initiatives sont centrées sur les besoins des personnes victimes et des survivantes. C'est ce qu'on tente de faire. Puis on essaie aussi toujours de le faire avec un souci particulier pour les enjeux d'équité, de diversité, d'inclusion et les enjeux d'accessibilité. Alors, je proposais de vous partager quelques-uns des apprentissages qu'on avait effectués au cours des derniers mois, puis certaines des initiatives que nous, on prend chez Jury Pop et qui pourraient être importées dans vos milieux de travail ou d'études. Puis, quatrièmement, quelques constats là, vraiment très préliminaires sur l'éducation supérieure parce que c'est un chantier qu'on commence tout juste à aborder chez Jury Pop et que je me disais qu'il pourrait être pertinent pour vous. Puis ensuite, finalement, les questions. Alors, Jury Pop, on est un organisme à but non lucratif. On a soufflé au mois de juin les bougies de notre 11e anniversaire. Et puis, Jury Pop a été fondé pour vraiment répondre aux besoins des personnes qui tombent entre les mailles du filet social. Un pilier fondamental de nos services, c'est de fournir des services juridiques abordables aux personnes qui ne sont pas admissibles à l'aide juridique. Puis, en parallèle, à travers les années, on a déployé énormément d'initiatives, toutes plus créatives les unes que les autres, qui visent à améliorer l'accès à la justice avec un souci particulier pour les personnes vulnérabilisées. Alors, on a des projets qui concernent les personnes âgées. Au mois de février, à chaque année, on a des notaires, des avocats dans le métro de Montréal. Et puis, depuis 2017, il y a une partie importante de nos activités qui se concentre sur les violences à caractère sexuel. Alors, voilà les trois piliers là, de nos services. Donc, d'une part, les services juridiques abordables. Ensuite, différents projets d'information, d'éducation juridique. Puis, troisièmement, du soutien juridique en matière de harcèlement au travail et de violence à caractère sexuel. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Je vous parlais tout à l'heure que c'est depuis 2017 que Jury Pop, on s'intéresse à tout cela. Ça a commencé en 2017 au tout début du mouvement Moi aussi. Donc, c'était de mémoire 16 ou 17 octobre. Le Devoir et le 98.5 publient des reportages qui sont désormais bien connus concernant Gilbert Rozon. Et le lendemain de la diffusion de ces reportages, on prend connaissance chez Jury Pop d'un message vocal qui nous vient d'une des personnes qui a été victime de Gilbert Rozon, donc d'une des courageuses, qui, après avoir parlé aux journalistes, se rendait compte qu'elle avait ouvert ce qui pouvait être une boîte de Pandore. Puis elle se demandait, bon, bien, maintenant que mon histoire est sur la plage publique, quels sont mes droits, quels sont mes recours, quelles sont mes obligations, puis à quoi est-ce que je m'expose? Puis, à l'époque, moi, ça faisait quelques mois seulement que j'étais arrivée chez Jury Pop, puis la première partie de ma carrière, je l'avais passée à représenter des entreprises au centre-ville de Montréal. Alors, j'avais très peu de connaissances sur ces enjeux-là, mais j'ai quand même pris l'appel pour le téléphone pour la rappeler. Puis, on a fini par se parler très longuement. Et puis, elle m'a demandé d'être présente à une rencontre que les courageuses allaient avoir le lendemain avec des intervenantes du CAVAC de Montréal pour répondre à leurs questions. Puis, très franchement, moi, je pensais être une plante verte à cette réunion-là, étant donné le peu de connaissances que j'avais à l'époque sur ces enjeux-là. Puis, finalement, j'ai été vraiment surprise de constater à quel point leurs questions étaient simples pour moi, comme avocate, d'y répondre. On me posait des questions sur les différences entre le système de justice civile et le système de justice criminelle. On me demandait
bien, si je vais porter plainte à la police, est-ce que je vais devoir payer les frais d'un éventuel procès? Est-ce que je peux quand même aller chercher de l'argent si ça s'est passé il y a plus de 10 ans? Donc, des questions qui font appel à des connaissances relativement générales de la part des avocats, des avocates. Puis, on avait aussi eu un très bon échange avec le CAVAC, le Centre d'aide aux victimes criminelles de Montréal. Puis, en sortant de cette rencontre-là, chez Juripop, on s'est dit, mon Dieu, les avocats, les avocates, on détient énormément de pouvoir dans nos connaissances. Puis, il faut qu'on trouve une manière de les partager avec les personnes victimes et les survivantes. Donc, pendant la fin de semaine, on a travaillé avec le CAVAC de Montréal pour organiser ce qu'on a appelé une clinique juridique et sociale. Donc, le surlendemain, donc on est 10 jours après la publication des reportages, au CAVAC de Montréal se trouvaient des avocats, des avocates bénévoles de Juripop, puis des intervenants psychosociaux judiciaires qui provenaient d'une dizaine d'organismes de première ligne au Québec. Donc, il y avait non seulement les CAVAC, mais aussi des représentants de la ligne ressources sur les agressions sexuelles, des CALAX, des groupes pour les hommes également agressés sexuellement dans l'enfance. Puis en une journée, il y a 130 personnes qui sont venues nous voir pour être informées sur leurs droits. Puis on s'est dit, bon, bien là, on a touché quelque chose. Il y a un enjeu d'accès à la justice en matière de violence à caractère sexuel. Puis depuis ce temps-là, à travers différentes collaborations, on a été en mesure de déployer différentes initiatives. La première étant l'aparté. Bon, je parlais de Gilbert Rozon tout à l'heure. Le milieu de la culture a vraiment été, sans faire de mauvais jeu de mots, aux premières loges des vagues de dénonciation qui ont frappé le Québec. C'était vrai en 2017, ça l'a été cet été aussi. Et puis, le milieu de la culture, sous le leadership de l'Union des artistes, a confié à Juripop le mandat de créer un guichet unique de services juridiques. Donc, un endroit où les personnes victimes allaient pouvoir parler à des avocats qui pourraient leur fournir des conseils juridiques dans tous les domaines de droit. Puis ça, c'est un élément important que je veux vous mentionner. Je vous dirais qu'un de nos constats dans ces années-là, c'était qu'il existait beaucoup d'informations juridiques sur le web dans certains organismes, mais qu'elle était fragmentée par domaine de droit. Il y avait beaucoup d'informations disponibles sur la justice criminelle, mais très peu sur les autres recours. Par exemple, quand les violences sexuelles se déroulent en milieu de travail, il y a des recours qui peuvent être portés devant la CNSST. Si les violences sexuelles ont des volets de discrimination, il y a des demandes qui peuvent être faites à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, des demandes qui peuvent être faites aux petites créances ou sinon aux tribunaux de droit commun en matière civile. Et puis, identifier ce large spectre de recours-là, les comparer entre eux. Il n'y avait aucun endroit qui permettait de faire ça pour les personnes victimes et les survivantes. Donc, ça créait un fardeau immense pour eux et pour elles de les identifier, de les comprendre, de les comparer. Puis là, on ne parle même pas de les exercer. Donc, le mandat qui nous avait été confié en 2018, c'était de créer un tel endroit vraiment spécifiquement pour le milieu de la culture. Ça a été lancé à l'automne 2018 grâce à un financement reçu du ministère de la Culture et des Communications du Québec. Puis, dès qu'on a ouvert les services, il y a une demande sur 5, donc 20 qui nous provenaient de milieux qui n'avaient rien à voir avec le milieu de la culture. Donc, des infirmières, des cols bleus qui ne connaissaient pas. Puis, par notre convention d'aide financière, évidemment, on n'était pas en mesure de les aider. On n'avait nulle part où les diriger quand le besoin était vraiment un besoin d'information juridique dans plusieurs domaines de droit. Donc, il y a éventuellement, donc 1 an plus tard, le hasard a fait en sorte que Justice Canada a lancé un appel de projet national qui visait, dans un de ses volets, à créer justement des services de conseil juridique gratuits pour les personnes qui vivent du harcèlement au travail. Donc, on a proposé un projet fondé sur ce qu'on faisait à l'aparté, mais qui serait ouvert à toutes les industries de travail au Québec. Et c'est une subvention qu'on a reçue. Donc, on a reçu un financement sur 5 ans pour créer un guichet unique de services juridiques où les personnes qui vivent du harcèlement au travail, que ce soit sexuel ou psychologique, puissent parler à des avocats gratuitement. Puis là, évidemment, le gros angle mort qui restait dans tout ça, c'était les violences à caractère sexuel qui ne surviennent pas sur les lieux de travail et qui sont la majorité des agressions à caractère sexuel. Et puis, finalement, c'est Québec qui a fait preuve de leadership sur cet enjeu-là. En mars 2019, Québec a mis en place un comité transpartisan chargé d'étudier le parcours des personnes victimes dans le système de justice. Et c'est aussi doté d'un comité d'experts, d'expertes, dont certains sont sur l'appel aujourd'hui,
dont le mandat est de conseiller le comité transpartisan sur des initiatives qui pouvaient être mises en place pour améliorer l'expérience des personnes victimes. Puis c'est dans le cadre de ces travaux-là que le mandat a été confié à Jurypop d'utiliser l'infrastructure qu'on était en train de développer pour le harcèlement au travail pour offrir des services juridiques gratuits à toute personne qui vit des violences sexuelles au Québec. Puis ça, c'est un mandat qui nous a été confié. C'est ridicule d'y penser, mais ça fait même pas un an, c'était en décembre 2019. Puis c'est vraiment de ce mandat-là dont je vais vous parler aujourd'hui, qui est excessivement ambitieux, donc qui est de fournir à un seul endroit des services juridiques qui soient entièrement gratuits et qui soient confidentiels et dans tous les domaines de droit. Donc, c'est un programme qu'on a conçu avec nos partenaires à Québec qui ont vraiment, on est arrivé là avec des idées très ambitieuses puis on s'est fait accueillir avec beaucoup d'enthousiasme. Une chose qui était très importante pour nous chez Jurypop, c'était vraiment d'éliminer le plus de barrières à l'accès possible. Puis il y a des initiatives qui existent dans les autres provinces, mais qui contenaient certaines barrières. Donc, des initiatives qui étaient réservées aux citoyens ou aux résidents permanents ou encore aux personnes majeures. Nous, on a fait nos recherches en droit. Dans les faits, toute personne mineure qui a la maturité suffisante pour confier un mandat à un avocat ou à une avocate devrait être en mesure, peut être en mesure de le faire. Ce qui fait en sorte que nos critères d'admissibilité sont ceux que vous avez devant les yeux. Ils sont à toute fin pratique inexistants. Le seul critère d'admissibilité, c'est que la personne ait vécu des violences à caractère sexuel au Québec. Parce qu'évidemment, les avocats, les avocates, on ne connaît pas l'état du droit dans les autres juridictions. Mais autrement, pour tout ce qui est du revenu, du statut d'immigration, l'âge, les personnes sont admissibles au service. Puis, à ma connaissance, c'est unique dans les programmes qui existent au pays en cette matière-là. Je vous en dis un petit peu pour vous permettre de visualiser comment le programme fonctionne. Donc, puis encore une fois, c'est vraiment, je vous dirais, la flexibilité et l'efficacité qui a guidé la conception du programme. Les personnes peuvent faire une demande. Ça peut être fait soit en ligne, par téléphone ou en personne. Puis encore une fois, dans un souci d'enlever les barrières à l'accès, on pose très, très peu de questions à l'entrée. Les personnes doivent nous fournir leurs noms légaux pour des fins de vérification des conflits d'intérêts, nous indiquent si la violence est survenue au Québec et puis nous donnent des coordonnées. Puis suite à ça, donc je vais y venir un peu plus tard, mais notre souci, c'était vraiment d'offrir un service qui soit diversifié. Donc, pour faire ça, on a recruté une centaine d'avocats, d'avocates issus de toutes les régions du Québec. Puis, dans un souci d'autonomie, plutôt que de faire nous-mêmes un jumelage entre la personne requérante et l'avocat, l'avocate, on offre aux personnes requérantes la possibilité de choisir son avocat ou son avocate. Donc, on a un bottin. Puis, les fonctionnalités permettent de classer les avocats selon la région administrative, la langue parlée, le domaine de droit. Puis la personne requérante, nous fait part de 3 choix. Puis en quelques jours, on est en mesure de procéder à la vérification des conflits d'intérêts et à mettre la personne requérante en contact avec l'avocat, l'avocate de son choix pour qu'ensuite une rencontre ait lieu. Les services peuvent être rendus par téléphone, par visioconférence, peuvent être rendus en personne. Puis un autre élément particulier de notre programme qu'on ne retrouve pas dans les autres provinces, puis encore une fois, c'est parce que Québec nous a fait confiance là-dessus. Jusqu'à présent, les services n'ont pas de limite de temps. Dans les autres provinces, il y a des systèmes de tickets où on parle à l'avocat, l'avocate pendant 5 heures. Nous, ce qu'on avait vu à l'aparté, donc notre initiative réservée aux personnes du milieu de la culture, on avait à l'époque une centaine de dossiers ouverts et puis la moyenne de durée des consultations était de 4,4 heures. Ceci dit, ça suivait grosso modo une courbe normale, c'est-à-dire qu'il y a des dossiers qui étaient beaucoup plus courts, mais d'autres qui étaient beaucoup plus longs. Surtout des enjeux de harcèlement psychologique, c'était des dossiers qui prenaient des dizaines d'heures. On allait jusqu'à 40, 50 heures pour certains dossiers. Puis on considérait que c'était essentiel pour avoir un impact de permettre aux personnes de parler avec leur avocat pour la durée de temps qui était requise. Alors jusqu'à présent, puis c'est un projet pilote, mais jusqu'à présent, le lieu, la durée, le format est vraiment au choix de la personne. Donc, il y a des personnes qui nous appellent pour avoir une première information, ne nous donnent pas de nouvelles pendant 2 mois, puis là, finalement, le dossier débloque.
Et puis, l'avocat est disponible pour répondre aux questions de la personne à tout moment. Les services qui sont offerts, ça, c'est une autre distinction du programme. Une chose qu'on avait constatée, ça c'est peut-être un petit peu technique pour les non-juristes parmi vous, mais je prends la peine de vous l'expliquer parce que c'est important pour nous. Souvent, les services qui existent en matière d'information juridique sont de l'information juridique. Alors, de l'information juridique, qu'est-ce que c'est? C'est une explication de la loi de manière claire et accessible. L'information juridique n'est pas un acte réservé aux avocats, aux avocates. Il y a énormément de personnes qui sont outillées pour le faire. Je pense entre autres aux intervenants du CAVAC qui ont fait carrière dans la justice criminelle, maîtrisent le processus criminel bien mieux que moi et sont en mesure de l'expliquer sous forme d'information juridique de manière plus efficace que grand nombre d'avocats, d'avocates. Ce qu'on constatait, c'est que l'information juridique répond aux besoins de certaines personnes, mais dans plusieurs autres cas, les personnes victimes et les survivantes ont besoin qu'un professionnel du droit leur donne un avis professionnel sur leur situation. Ça s'appelle du conseil juridique. Donc, du conseil juridique, ça, c'est un acte réservé aux avocats et aux notaires. Puis c'est vraiment de prendre le droit puis de l'appliquer à la situation d'une personne. Alors, si une personne vient voir un non-avocat, lui demande, quels sont les recours disponibles? Un non-avocat pourrait faire ce que j'ai fait tout à l'heure, à savoir plainte à la police, commission des droits de la personne, CNESST. Mais quand viendrait le temps de conseiller la personne sur les recours qui lui sont disponibles, sur la manière de faire valoir ses droits, il n'y a que les avocats, les avocates qui sont en mesure de le faire. Puis, ce qu'on constatait sur le terrain, c'était que les personnes voulaient avoir une réponse. Ils nous demandaient, est-ce que moi, mon recours est prescrit? C'est-à-dire, est-ce que j'ai encore des droits à faire valoir ou est-ce qu'il y a trop de temps qui a été écoulé? Ensuite, si je décide de porter plainte à la police, est-ce que j'ai des chances de succès? Ou si je vais à la commission des droits de la personne, est-ce que j'ai des chances de succès ou je vais perdre mon temps? Ou si je reçois une mise en demeure de mon agresseur qui me menace de poursuite en diffamation, est-ce que c'est vraiment de la diffamation ce que j'ai fait? Pour répondre à ces questions-là, ça prend des conseils juridiques. Puis ça aussi, on a insisté pour que notre mandat nous donne l'opportunité de fournir des conseils juridiques parce qu'on considère que c'est là où, en tant qu'avocat, avocate, on peut avoir le plus grand impact. Puis c'est ce qui fait en sorte que les services sont complémentaires aux nombreux services d'information juridique puis d'accompagnement psychosocial-judiciaire qui existent déjà au Québec depuis plusieurs années. Puis ensuite, on offre aussi du soutien juridique. Alors, ce qu'on veut dire par là, c'est qu'au-delà du conseil juridique, nos avocats, nos avocates sont également disponibles pour fournir un accompagnement juridique à travers le temps. Donc, on peut recevoir des documents, on peut rédiger des documents à la demande de personnes, à la demande de la personne. On peut l'accompagner à des rencontres de médiation, entre autres quand c'est du harcèlement qui se déroule sur les lieux de travail. Puis vous voyez, ça, c'est un volet de nos services qui a été rendu, qui a été très, très pertinent pendant la vague de dénonciation cet été. On avait, au plus fort du mois de juillet, des personnes qui nous appelaient à chaque 20 minutes. Une proportion très importante de ces personnes-là, des jeunes filles, avaient reçu des mises en demeure, plusieurs signées par des avocats, des avocates qui contenaient des menaces de poursuite en diffamation. Puis nos avocats, nos avocates ont été en mesure non seulement d'analyser la lettre et la situation pour voir si effectivement il y avait un risque, puis deuxièmement de répondre à ces lettres-là. Puis c'est certain que d'avoir une lettre rédigée par un avocat ou par une avocate a un impact beaucoup plus grand que si on se limitait à informer la personne de ses droits puis qu'on la laissait répondre ou gérer ces démarches-là par elle-même. Alors, les services donc, la subvention nous a été confiée en décembre 2019 et puis c'est un projet pilote de 15 mois qui prend fin, le projet pilote prend fin au 31 mars 2021. Donc, les services ont été lancés le 3 juin. Malgré la pandémie, on a eu tout simplement un mois de retard dans notre échéancier initial. Donc, juin, juillet, août, septembre, ça fait presque 4 mois que les services sont lancés. Puis, je me suis dit qu'aujourd'hui, ce serait intéressant, mais pour moi, de faire le point, puis ensuite de vous parler un petit peu de ce qu'on fait au quotidien.
Puis, avant de lancer les services, donc de janvier à juin, on a fait des choses plates comme mettre en place des systèmes informatiques, mais qui sont essentiels pour bien fonctionner. Puis, on a également recruté et formé des avocats à travers toute la province. On s'était fixé comme objectif de recruter 30 avocats, avocates. L'objectif derrière ça, c'était d'une part de maintenir les coûts d'administration du programme peu élevés, plutôt que d'ouvrir des bureaux de jury pop partout en province. On s'était dit, recrutons des avocats, des avocates de pratique privée, formons-les, puis on va leur confier les demandes que nous, on reçoit. Puis, à titre d'avocate, j'ai été vraiment emballée de voir l'enthousiasme de mes confrères, de mes consoeurs. Il y a la Commission des services juridiques, donc l'aide juridique nous a aidés à recruter des avocats, des avocates. On a dans nos rangs des procureurs de la couronne à la retraite, donc des personnes qui ont fait leur carrière dans des équipes spécialisées en violence à caractère sexuel. On a même un juge administratif à la retraite, vraiment des avocats, des avocates d'expérience qu'on a sélectionnés. Donc, toutes les personnes, avant de pouvoir être un avocat partenaire de Jury Pop, doivent suivre un processus d'entrevue et suivre une formation obligatoire d'une durée de 15 heures. Alors, c'est une formation qui concerne d'une part le droit substantif, donc pour outiller les avocats à donner des conseils dans tous les domaines de droit, mais aussi sur les contextes propres aux violences à caractère sexuel. Alors, on a plusieurs partenaires comme les CAVAC qui sont venus faire des formations, le GAIST en a fait aussi, donc des partenaires communautaires qui sont venus former les avocats, les avocates sur l'existence de ressources complémentaires, mais aussi sur des enjeux beaucoup qui relèvent de l'intersectionnalité. On a eu des intervenants qui sont venus former nos avocats, nos avocates sur, par exemple, comment est-ce qu'on offre un accueil sécuritaire aux personnes qui font partie des diversités sexuelles, des diversités de genre. On a une formation d'une 30aine d'heures qu'on va donner avec une formation continue avec Femmes autochtones Québec sur les enjeux propres aux personnes autochtones. On va aussi avoir une formation de 2 jours offerte par Dalia Turki, qui est une experte trans sur les enjeux que les personnes trans et non-binaires vivent en matière de violence à caractère sexuel. Donc, bref, on a des avocats, des avocates dans toutes les régions du Québec, ce qui fait en sorte que absolument l'entièreté du territoire québécois est couvert par nos services. Puis, on a également entrepris des démarches de concertation avec des organismes qui offrent des services de première ligne aux personnes victimes et aux survivantes. Donc, l'objectif, évidemment, c'est d'être complémentaire et de ne pas dédoubler ce qui existe déjà puis qui fonctionne bien sur le terrain. À titre d'exemple, on a un comité de travail avec le réseau des CAVAC où on identifie des manières de part et d'autre de s'assurer qu'il y a toujours un filet de sécurité autour des personnes qui viennent nous voir, puis que si les personnes cognent à la porte de Jury Pop, alors que dans les faits, ce dont ils ont besoin, c'est de l'accompagnement psychosocial, on a des endroits où les référer et vice-versa. Et donc, 3 juin est arrivé. Depuis ce temps-là, donc en tout juste 4 mois, nous avons reçu 725 demandes, dont la forte majorité est à caractère sexuel. Donc, si on combine violence sexuelle, harcèlement sexuel au travail, c'est 70% de ces 724 demandes-là qui ont un volet sexuel. Donc, la balance, le 30%, c'est le harcèlement psychologique au travail. Puis, ce qui est intéressant dans ces données-là, pour ceux et celles qui sont sur les réseaux sociaux, Jury Pop, on a vraiment été au cœur de la vague de dénonciation du mois de juillet. On a dû mettre une avocate à temps plein sur Instagram pour répondre aux besoins. Puis la dernière fois que j'avais fait sortir ces statistiques-là, c'était le 24 juillet, donc vraiment quand la vague commençait à s'estomper. Puis à ce moment-là, on était rendu à 450 demandes. Donc, même depuis la fin du mois de juillet, donc en tout juste 2 mois, on en a reçu 300 supplémentaires, ce qui montre que vraiment, ce qu'on a vécu au Québec au mois de juillet, ce que les médias ont rapporté, ce n'était pas qu'un feu de paille. Le besoin est là, le téléphone ne dérougit pas. Alors, c'est à la fois emballant et inquiétant, mais ce qui est emballant, c'est de pouvoir répondre à ces personnes-là. Donc voilà, 725 demandes. Puis très tôt, je pense dès le mois de juillet, on avait déjà reçu des demandes de chacune des régions du Québec, donc incluant les régions éloignées.
Puis ça, c'est un objectif très important pour nous et pour nos bailleurs de fonds. Là, on ne souhaitait pas que ce soit un service qui soit montréalocentriste. Et c'est pour ça aussi qu'on avait mis tant d'efforts à recruter des avocats, des avocates partenaires à travers tout le Québec. Puis dans nos statistiques, on a environ 50% des demandes qui sont issues de Montréal et le reste viennent d'ailleurs dans la province. Donc, c'est pas mal proportionnel au poids de la population de la métropole. Alors ça, c'est une source de fierté, là, je vous dirais, pour nous d'avoir eu une portée régionale dès le départ. D'un point de vue d'équité, diversité, d'inclusion puis d'accessibilité, on a rendu des services déjà dans une demi-douzaine de langues. Donc, je les ai écrits ici, incluant en Atikamekw, en langue des signes du Québec. Et puis, à ma connaissance, c'est des services, donc les langues qui sont là ont tous pu être rendues sans qu'on ait à avoir à faire recours à des interprètes. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des avocats, des avocates dans le réseau de Juripop dont ces langues-là sont soit des langues maternelles ou des langues fonctionnelles. Ça, ce qui est vraiment extraordinaire pour établir la confiance. Puis, on comprend évidemment que ces personnes-là qui ont besoin de services dans ces langues-là il y en a pour certains que ce sont des nouveaux arrivants, des nouveaux arrivantes. Donc, de pouvoir avoir aussi un rapport de proximité culturelle, c'est important aussi pour avoir un service qui fonctionne. Puis, pour ce qui est de soucis d'accessibilité, ça, c'est des données qui sont anecdotiques en ce sens qu'on a peut-être rendu plus de services que ce qui est là parce qu'on ne demande pas aux personnes de s'identifier comme à mobilité réduite ou non, mais c'est le nombre de personnes qui nous ont fait des demandes pour avoir accès à des locaux accessibles, des personnes malentendantes, des non-voyantes, des personnes trans, non-binaires aussi qu'on sait en raison du pronom non-genré qu'ils nous ont demandé d'utiliser. Puis ça aussi, là, c'était vraiment, je vais y venir plus tard, mais c'était très important pour nous que le service ne soit pas seulement utilisé par des femmes cis blanches dans la mi-trentaine. Alors, je vous dirais que ça aussi, c'est une source de fierté pour notre organisme d'avoir pu rejoindre ces populations-là. Quelques mots sur équité, diversité, inclusion et accessibilité. Pour celles qui travaillent en matière de violence à caractère sexuel, je ne vous apprendrai rien en vous disant qu'il y a certaines populations qui sont surreprésentées dans les violences à caractère sexuel, c'est-à-dire que nous, on est toutes avec la même chance d'en faire l'objet, mais la société en veut autrement, ce qui fait en sorte que les personnes issues de la diversité sexuelle, de la diversité de genre, les personnes racisées, les personnes immigrantes, les personnes qui vivent en situation de handicap, c'est des personnes qui ont plus de chances que d'autres de faire l'objet de violences à caractère sexuel. Or, malheureusement, ces personnes-là se trouvent aussi à être celles qui sont souvent le moins bien desservies par les différents services qui existent pour venir en aide aux victimes de violences à caractère sexuel ou par nos institutions. Si je pense au système de justice, il y a énormément de barrières à l'accès. Les femmes lesbiennes, par exemple, sont moins crues que les femmes hétéros quand elles vont rapporter, quand elles vont porter plainte à la police. Même chose pour les femmes trans. Donc, notre objectif, c'était, c'est le combat d'une vie, mais c'était de s'assurer que nos services soient inclusifs et soient accessibles. Donc, je trouvais ça important aujourd'hui de vous faire part de quelques apprentissages puis mesures qu'on a prises en place qui, encore une fois, s'il n'y a aucune propriété intellectuelle là-dedans, sentez-vous bien à l'aise de les reproduire dans vos propres milieux de travail. Donc, vraiment, ce qui est fort dans notre projet chez Juripop, c'est notre comité à viseur sur l'intersectionnalité. Alors, l'intersectionnalité, c'est un domaine que vous connaissez peut-être, donc ça fait référence à la vulnérabilité accrue qui découle quand il y a différentes formes d'oppression qui se trouvent à être en intersection. Donc, par exemple, quand on est à la fois une femme, mais qu'on est également une femme noire, bien, notre risque de vivre des violences à caractère sexuel est décuplé quand on compare à une femme blanche ou à un homme noir. Et puis, nos barrières d'accès risquent d'être décuplées aussi. Alors, on a constitué, c'est une des premières choses qu'on a faites sur réception de la subvention. Dès le mois de janvier, on a mis en place un comité aviseur qui est composé de 13 personnes expertes, non pas sur les enjeux des violences à caractère sexuel,
mais sur les formes d'oppression qui sont vécues par les populations qui sont surreprésentées en matière de violence à caractère sexuel. Si vous allez sur le site web de Jurypop, vous verrez la liste des 13 personnes qui sont là. Donc, on a des représentants qui sont des experts sur les enjeux vécus par les personnes âgées, par les personnes trans, les personnes LGBTQ+, par les personnes autochtones, les minorités linguistiques, les personnes racisées, les personnes immigrantes. Puis, on a des fois plus d'une personne qui détient une expertise sur ces enjeux-là. Puis, on leur a confié le mandat de nous conseiller, mais aussi et surtout de nous challenger sur la conception, sur la promotion et sur le déploiement du projet. Alors, le comité aviseur sur l'intersectionnalité se réunit à toutes les 6 semaines depuis le début du projet, puis nous donne des conseils tant macro que micro. Je vous donne un exemple presque anecdotique, mais chez Jurypop, on a refait notre site web récemment. C'est moi qui étais en charge de préparer la page sur ces projets-là. Donc, je leur ai présenté ce que j'avais rédigé. On m'a donné des conseils sur différents termes à utiliser. J'avais référé, donc au bas de notre page, on avait fait référence à la ligne ressources 1-800 pour les victimes de violences à caractère sexuel. Il y a des personnes des communautés LGBTQ+, qui m'ont invité à aussi faire référence au service d'Interligne pour illustrer qu'on avait une sensibilité à l'accueil sécuritaire des personnes issues des communautés LGBTQ+. On a également lancé une campagne de publicité. La campagne de publicité a été passée au peigne fin par le comité aviseur. On pensait avoir terminé la campagne de publicité. On est complètement retourné à la planche à dessin après avoir reçu leurs conseils. Le comité aviseur nous a donné aussi énormément de conseils sur la manière dont on traitait les demandes de services. Dans les premières itérations du programme, on aime beaucoup ça, avoir des données chez Jurypop. Alors, on avait créé un formulaire d'accueil qui contenait 6-7 questions. Puis, on nous a vraiment, vraiment convaincus de réduire le nombre de questions à l'essentiel pour que ce soit le moins intrusif possible. Puis, c'est un exercice à travers lequel on apprend énormément. C'est une pratique qui est inspirée de ce qui est fait au regroupement québécois des CALAX, donc les centres d'aide et de lutte sur les agressions à caractère sexuel. Le regroupement s'est doté d'un comité aviseur sur l'intersectionnalité il y a quelques années. C'est sur la base de cette initiative-là que Jurypop, on s'est inspiré. Puis, si vous êtes dans des initiatives, que vous avez les fonds pour rémunérer l'expertise de ces personnes-là, moi, je vous encourage grandement à le faire parce que c'est grâce à eux, grâce à elles, que nos services sont utilisés par les personnes que je vous nommais un peu plus tôt. Concrètement, nos mesures d'équité, de diversité, d'inclusion, on a conclu des partenariats stratégiques qui nous permettaient d'aller rejoindre les populations vulnérabilisées là où elles se trouvent. Entre autres, on a conclu des partenariats avec un groupe de défense des personnes incarcérées, grâce auquel on a été en mesure de faire approuver notre numéro de téléphone, donc notre 1-855 Jurypop, comme un numéro que les personnes incarcérées peuvent appeler gratuitement à partir de leur prison, qui fait en sorte, puis qu'il y a des affiches dans les prisons qui publicisent nos services, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, il y a de mémoire 2 personnes incarcérées qui ont fait appel à nos services. Donc, on cherche vraiment à conclure des partenariats, d'une part avec les organismes sur le terrain qui travaillent en violence sexuelle, mais aussi avec des organismes dont le travail ne concerne pas nécessairement les violences à caractère sexuel, mais concerne les populations vulnérabilisées. Puis, je vous dirais que ça a été de gagner la confiance de ces organismes-là, puis ce n'est jamais une confiance qui peut être retirée à tout moment, mais de la gagner, ça fait en sorte que leurs membres, leur clientèle, les populations auxquelles elles s'adressent font confiance à Jurypop avant de nous appeler. On a également recruté un réseau d'avocats diversifiés, puis ça ne s'est pas fait tout seul. On voulait, entre autres, s'assurer d'avoir des avocats, des avocates qui soient issus des Premières Nations ou des Cris, des Inuits, pardon. Puis on n'en a pas trouvé, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris notre bâton de pèlerin, puis on est allé cogner aux portes des conseils de bande, on est allé dans des municipalités parce que les avocats autochtones étaient à l'emploi des municipalités. On a conclu des ententes avec les municipalités
pour qu'ils puissent être détachés de leur travail pour participer au réseau. Puis quand on voyait, par exemple, sur les réseaux sociaux ou dans nos réseaux, des avocats, des avocates qui étaient issus de la diversité, on n'attendait pas qu'ils viennent à nous, on allait les chercher. C'était vraiment Jurypop qui était en mode séduction pour que ces personnes-là acceptent de collaborer au projet. Ça fait en sorte qu'aujourd'hui, on a un réseau qui reflète la diversité des personnes qui vivent des violences à caractère sexuel, puis qui font en sorte qu'on est en mesure de fournir des services dans une douzaine de langues. Donc voilà, plusieurs langues qui sont disponibles. Puis le ministère de la Justice du Québec a vraiment accepté de nous offrir un important budget d'interprétation. Donc, on est en mesure d'offrir l'interprétation dans la langue des signes du Québec, le American Sign Language, ainsi que toutes les autres langues. Jusqu'à présent, qu'on n'a pas encore eu à utiliser, mais je vous dirais, le fait de dire qu'il existe, ça permet entre autres de créer de la confiance avec les partenaires. On a également une formation obligatoire de 15 heures, comme je vous disais tout à l'heure, sur l'impact des différentes formes de pression sur le vécu des personnes victimes. Puis, ça fait en sorte que nos avocates partenaires, si c'est une personne trans qui vient les voir, bien, ils vont savoir que les relations entre les personnes trans et les corps policiers sont beaucoup plus tendues que celles d'une personne cis. Et vont donc s'assurer de présenter à la personne un éventail de recours juridiques qui dépasse la simple plainte à la police. Puis, dans notre communication, on s'assure d'utiliser un langage qui soit inclusif, qui soit épicène. Même chose aussi dans nos illustrations, dans les photos qu'on utilise pour parler du programme. Ça, le comité aviseur sur l'intersectionnalité nous aide beaucoup à trouver des manières de communiquer avec les images, avec les illustrations qui ne soient pas clichés, qui ne reflètent pas des stéréotypes. C'est pas toujours évident à faire, mais on a la chance de bénéficier de leur conseil. Puis pour ce qui est des mesures d'accessibilité, je vous parlais tout à l'heure du bottin des avocates partenaires. Donc, on indique si la personne, si le professionnel a accès à des locaux qui soient accessibles. Sinon, on est en mesure d'en réserver pour les avocats et les avocates. Sur notre site web, je vous encourage à y faire un tour. On a quelqu'un qui travaillait là-dessus. On a ajouté une fonctionnalité qui fait en sorte qu'on peut jouer avec le contraste des couleurs pour que ce soit accessible pour les personnes malvoyantes. Il y a moyen de grossir la police, donc on a des mesures d'accessibilité dès l'entrée sur notre site web. On peut aussi recevoir des appels pour les personnes sourdes peuvent communiquer avec nous en LSQ ou en ASL. Si jamais c'est des choses qui vous intéressent, on a une experte en accessibilité au bureau, là, je pourrais vous mettre en contact avec elle. Et puis voilà, donc des avocats qui parlent la langue des signes du Québec, puis un budget d'interprétation au besoin. Pour ce qui est de l'éducation supérieure, vraiment, je me limiterai à quelques mots parce que c'est tout nouveau pour nous. On travaille, entre autres, j'ai vu Noémie Veilleux qui était sur l'appel. Donc, chez Jurypop, on travaille depuis quelques années avec la FEC pour les étudiants au niveau collégial, puis depuis quelques temps avec l'UEC pour les étudiants des cycles supérieurs. Et puis, on commence à travailler avec nos partenaires sur des initiatives qui reflètent vraiment la spécificité du milieu de l'éducation supérieure. Puis la recherche, entre autres, le produit par Manon Bergeron a été très éclairante pour nous pour comprendre quels étaient les facteurs de vulnérabilité. Puis ceux qu'on a constatés aussi de manière anecdotique là, chez Jurypop, je vous dirais qu'on a été surpris de constater à quel point il y a plusieurs personnes qui font appel à nos services qui sont des étudiants, des étudiantes des cycles supérieurs. C'est des données que j'ai pas qu'on aura seulement dans un an en termes de données très précises, mais anecdotiques, je peux vous dire qu'on en a plusieurs. Donc, un des facteurs de vulnérabilité, c'est le fait que c'est les milieux de l'éducation supérieure, il y a une asymétrie homme-femme, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'étudiantes qui sont des femmes, mais qu'il y a beaucoup de postes de pouvoir qui sont occupés par des hommes. Puis dans la mesure où les violences à caractère sexuel sont souvent, pas tout le temps, mais souvent, majoritairement des violences commises des hommes vers les femmes dans des relations de pouvoir, c'est un facteur de vulnérabilité qu'on retrouve dans le milieu de l'éducation supérieure. Ce qu'on constate aussi, c'est des normes qui sont imprécises ou qui sont méconnues. Ce qu'on veut dire par là, c'est que quand on est dans un milieu de travail, il y a des politiques anti-harcèlement, il y a un directeur général ou un président ou des syndicats vers qui on peut se plaindre quand il se passe des
quand il y a des comportements qui sont inacceptables, ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants et d'étudiantes qui viennent cogner à notre porte, qui sont complètement perdus dans les dédales administratifs des universités, ne savent pas s'ils doivent s'adresser à l'association étudiante, au département, à la faculté, à l'université. Il y a du progrès qu'on remarque là, depuis l'adoption des politiques suite à une loi adoptée par le gouvernement du Québec. Mais ça, je vous dirais que c'est un enjeu qui fait en sorte que les personnes ont de la difficulté à comprendre leurs droits puis à les faire valoir. Puis on a des avocats, des avocates, dont une à l'interne chez Juripop, qui vient de faire une recherche qui a résulté en une note de 20 pages, ne serait-ce que pour identifier les recours d'une personne au sein de son université. Donc ça, à notre sens, chez Juripop, c'est un facteur qu'on remarque là, qui affecte le milieu de l'éducation supérieure. Il y a certaines populations vulnérabilisées qui sont présentes en grand nombre dans le milieu de l'éducation supérieure. Toute la communauté des étudiants internationaux, internationales. Il y a aussi une forte proportion, plus que dans la population générale, de personnes qui s'identifient comme faisant partie des minorités sexuelles, des minorités de genre. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, bien, évidemment, ça trouve sa place dans le milieu de l'éducation supérieure. Puis un autre facteur de vulnérabilité, c'est ce que j'ai appelé là, activité irrégulière. Puis ça, on le constate dans le milieu de la culture aussi, le fait que les activités ne se déroulent pas dans un seul milieu de travail, du lundi au vendredi de 9 à 5, dans un campus universitaire, il y a des personnes qui, bon, ne serait-ce que si on parle des activités d'initiation, c'est là où une très forte proportion d'agressions à caractère sexuel sont commises. Donc, des personnes qui se retrouvent à l'extérieur des heures normales d'activité, les personnes vont se côtoyer à l'extérieur de l'enceinte de l'université, les activités sportives, les activités parascolaires qui sont amenées à voyager ensemble à l'extérieur des campus, tout ça peuvent constituer des foyers d'éclosion, pour reprendre un terme à la mode, pour les violences à caractère sexuel. Donc, ça fait en sorte, c'est ce qui explique qu'on a un intérêt chez Juripop pour proposer des services qui soient vraiment adaptés à ces réalités-là. Puis on a une demande de financement qui vient tout juste d'être déposée, sur laquelle on a entre autres travaillé avec la FEC et l'UEC, grâce à laquelle on voudrait pouvoir offrir des services, puis aussi travailler en amont en information puis en éducation juridique pour aider à prévenir les violences à caractère sexuel dans le milieu de l'éducation supérieure. Alors voilà, peut-être qu'on aura un programme qui nous permettra de travailler sur ces enjeux-là dans les prochains mois, c'est à suivre. Alors sur ce, ça fait le tour. J'ai aucune idée de la durée de temps de ma présentation. Alors j'espère qu'il nous reste du temps pour les questions. Ça me ferait plaisir de vous entendre. Merci beaucoup, Sophie. C'était super intéressant. Écoute, tu es pas mal pile dans le temps. Il est 13h40, donc il nous reste une bonne vingtaine de minutes pour les questions. Donc, je n'ai pas vu de questions défiler sur le chat, si je ne me trompe pas, sauf une première question au début concernant l'accessibilité à la présentation PowerPoint. Donc, Sophie nous disait au début qu'elle accepterait là, de le partager si vous le souhaitez. La conférence comme telle aussi, comme je vous disais, va être disponible sur le site web de la chaire probablement la semaine prochaine. Donc, si vous voulez la réécouter ou la diffuser à des collègues, il n'y a pas de problème. Sinon, pour vos questions, en fait, ce que je vais vous proposer, c'est d'y aller comme ça. En fait, donc, si vous sélectionnez le petit icône en bas, participant, vous devriez pouvoir à nouveau sélectionner un icône de main levée. Et comme ça, moi, je vais voir les mains levées apparaître. Puis je vais pouvoir vous donner à tour de rôle là, en fait, je vais pouvoir nommer vos questions à tour de rôle. Donc, et sinon, vous pouvez toujours utiliser le chat aussi, puis je vais nommer vos questions à haute voix. Donc, je vois une première question qui apparaît. Donc, est-ce que de Fabiola Bérénice Ruiz Rivera, qui demande les témoins peuvent-ils faire l'appel au service? Oui, la réponse est oui. Puis ça s'est avéré vraiment très utile pendant la vague de dénonciation. Puis on a élargi en fait la notion de témoin. On dit que les alliés aussi peuvent faire appel au service. Alors, on a plusieurs personnes qui nous appellent parce que la personne victime ou la survivante elle-même n'est pas en mesure de faire les démarches. Donc, ça peut être un frère, une sœur, une amie. Puis dans plusieurs cas aussi, on a des intervenantes qui nous appellent. Donc, ça peut être des intervenantes des CALAX, des CAVAC, de différents organismes qui offrent déjà un accompagnement
puis qui veulent débroussailler un petit peu les recours ou la manière de fonctionner de Jurypop. Puis nous, on a beaucoup, beaucoup d'ouverture à ça. Alors, oui, effectivement, là, les témoins, les alliés peuvent bénéficier des services. Parfait, merci. On a une deuxième question qui apparaît d'Émilie Chantal Tremblay. Est-ce que des présumés agresseurs tentent de faire appel au service? Et si oui, comment vous gérez ces demandes-là? Oui, c'est une bonne question. Puis ça aussi, la réponse est oui. On a reçu, pendant la vague de dénonciation, on recevait des personnes dont le nom se trouvait sur les réseaux sociaux, selon eux ou elles, à tort, souhaitaient défendre leur réputation. On a également des personnes qui nous appellent parce qu'elles sont accusées, puis elles veulent trouver une manière de défendre leurs droits, puis malheureusement, ça ne fait pas partie de notre mandat. Puis pour nous, ce qui est primordial, c'est d'établir une relation de confiance avec les personnes victimes et les survivantes. Donc, même si on avait les capacités dans d'autres services de Jurypop de représenter ces personnes-là, on a pris la décision de ne pas le faire. Mais en toute franchise, nous, on constate un vide au Québec pour les personnes qui, de bonne foi, tentent de réparer les conséquences d'une violence à caractère sexuel. Il y a très, très peu d'organismes qui ont les ressources pour accompagner ces personnes-là. Puis évidemment, si on veut régler le problème, il faut aussi travailler avec eux, avec elles, mais ça ne fait pas partie du mandat de Jurypop de le faire. Parfait, merci. On a une autre question du docteur Frank Coleman qui demande comment lier cet aspect avec la question du genre. On parle de quel aspect en particulier, celui des agresseurs ou des harceleurs présumés? Je pense que la question a été posée un petit peu avant, donc je pense que c'est peut-être en lien avec les violences, peut-être les violences sexuelles en général. Alors, ces statistiques-là, donc pour enlever les barrières à l'accessibilité, les données, on va les colliger une fois que le service va avoir été rendu. Donc, vu que ça fait seulement 4 mois qu'il est rendu, on n'a pas encore énormément de données là-dessus. Mais si je me fie sur celle de l'aparté, on a 80 des personnes qui utilisent nos services qui s'identifient comme femmes. Puis, je vous dirais que là où il y a le plus d'hommes, c'est pour les enjeux de harcèlement psychologique au travail. Mais vraiment, pour ce qui est des violences à caractère sexuel, ce qu'on voit dans la théorie se reflète dans nos services, à savoir que c'est en majorité des filles, des femmes. Puis quand c'est des hommes, c'est beaucoup des hommes qui ont vécu des agressions sexuelles pendant l'enfance, qui font appel à nous des années ou des décennies plus tard. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Sophie pendant qu'elle est là, qu'on puisse profiter de toute son expérience et son expertise? Ça m'a fait penser, moi, personnellement, à une petite question. Est-ce que vous avez remarqué au niveau des âges, est-ce qu'il y a certains âges qui reviennent plus souvent? Est-ce que c'est la population qui fait appel au service de Jurypop est plus jeune ou plus âgée, ou il n'y a pas vraiment d'âge spécifique? Bien, encore une fois, ça, ce n'est pas des données précises, mais ce qu'on observe, c'est vraiment excessivement varié. En fait, de manière générale, je vous dirais que les personnes qui utilisent nos services, c'est vraiment varié. On a des personnes qui nous appellent pour des situations qui sont survenues il y a quelques jours auparavant, d'autres pour des situations qui sont survenues il y a des décennies. On a des parents, il y a quelques reprises, il y a des parents qui nous ont appelés parce que leur enfant mineur avait vécu des violences à caractère sexuel. On a des personnes âgées qui font appel à nos services. Puis vous savez, on est en télétravail en ce moment. Puis donc, quand je vais au bureau une fois de temps en temps, je vois là, à chaque fois que je vais chercher le courrier, on fait signer des conventions de service. Puis ça, c'est mes propres biais qui vont parler, mais moi, j'aurais présumé que beaucoup de conventions de service seraient conclues par Internet. Dans les faits, on en reçoit une quantité astronomique par la poste. Donc, puis ça, souvent, c'est des personnes qui sont plus âgées là, ou sinon qui sont en situation de précarité financière, qui n'ont pas accès à Internet. Puis, il y a beaucoup de ces personnes-là qui font appel à nos services. Ah oui, c'est intéressant, il faut y penser aussi, c'est ça. Des fois, on n'a pas tous les mêmes moyens pour aller chercher des services. Deux autres petites questions que j'ai vues apparaître. Prochaine question, en fait, quel est l'avenir pour le projet pilote dont vous avez parlé après mars 2021? Donc, le volet de harcèlement au travail, c'est un financement sur 5 ans jusqu'en 2024. Puis ensuite, c'est le volet, effectivement, des violences à caractère sexuel qui bénéficie d'un financement de 15 mois de la part du gouvernement du Québec.
Ça s'inscrit dans le cadre, c'est la ministre de la Justice à l'époque, Sonia Lebel, qui avait convaincu son collègue au Trésor de mettre des sommes de côté pour 5 ans pour financer différentes initiatives en matière de violence à caractère sexuel. Donc, nous, c'est certain là, que notre espoir, c'est que le programme fasse ses preuves puis qu'il puisse être pérennisé parce qu'on le voit, là, on trouve ça impressionnant, la quantité de personnes qui font appel au service alors qu'il vient tout juste d'être lancé. Puis nous, on a des idées. L'équipe pourrait travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant des années, puis ce projet-là serait amélioré constamment. Donc, notre ambition, évidemment, c'est que ce soit pérennisé. Oui, on le souhaite tous parce que je pense que c'est très nécessaire absolument. Les statistiques le démontrent. Une autre question de Latifa Bouajalabia. Est-ce que vous rencontrez des défis au quotidien auxquels vous n'aviez pas pensé? Un défi auquel on fait face, mais je vais tricher parce que ça, c'en est un qu'on va envisager, mais après ça, je répondrai à votre question, mais ça me fait rendre compte que je ne vous ai pas parlé de cette nuance-là. Donc, on fournit tous les services juridiques sauf la représentation, c'est-à-dire qu'on ne va pas devant les tribunaux. La raison pour laquelle le programme est limité comme tel, c'est une question de ressources, puis aussi parce qu'au Québec, le fardeau qu'on constatait, c'est beaucoup de démystifier les recours. Puis après ça, souvent, quand on va plainte à la police, il y a un policier, il y a un procureur de la Couronne, Commission des droits de la personne, même chose, va prendre en charge le dossier. Donc, il y a plusieurs mécanismes où, éventuellement, notre filet social québécois fait en sorte que l'État va prendre le dossier en charge. Le seul aspect où ce n'est pas vrai, c'est en matière civile. Donc, les tribunaux civils, c'est quand on veut aller chercher de l'argent. Puis ça, même quand on est admissible à l'aide juridique, d'aller chercher des dédommagements pour des conséquences des violences sexuelles, même si on n'a aucun revenu, ce n'est pas couvert par l'aide juridique. Puis ça, c'est vraiment une lacune. Il y a plusieurs personnes qui viennent nous voir, leur vie ont été ruinées suite à une agression à caractère sexuel. On peut les conseiller sur leurs droits, mais ça ne sert pas à grand-chose de les conseiller si ensuite ils ne peuvent pas les faire valoir par eux-mêmes. Fait que ça, c'est un défi, là, puis ça crée de la... S'il n'y a pas de solution miracle à ça, mis à part avoir beaucoup plus de ressources. Puis ensuite, des défis qu'on n'avait pas envisagés. C'est une bonne question. Je vous dis, nous, chez Juripop, à l'interne, on est évidemment très sensible aux enjeux d'intersectionnalité puis d'arrimer les services avec les organismes partenaires, puis on se rend compte que ce n'est pas des réflexes qui existent chez les avocats, les avocates. Alors, on met beaucoup de temps pour s'assurer que les avocats, les avocates s'assurent de référer les personnes qui viennent nous voir vers les ressources qui existent parce que les avocats, on est super bons avec le droit, mais évidemment, quand on vient dévoiler une violence à caractère sexuel, ça peut être traumatisant. Puis les avocats ne sont pas outillés pour accompagner les personnes là-dedans. Donc, c'est très, très important pour nous qu'il y ait un maillage qui soit fait sur le terrain. Puis, vu que ça repose entre les mains des avocats partenaires de Juripop, ça demande plus de travail que ce qu'on avait anticipé, ce volet-là. Parfait, merci. On a 3 autres questions et je pense que ça risque d'être les 3 dernières. Donc, comment est-ce que vous gérez personnellement l'exposition constante au sujet des violences? Et est-ce que vous avez aussi chez Juripop un accompagnement psychologique? En fait, est-ce que vous avez, pour les personnes qui travaillent chez Juripop, un service d'accompagnement psychologique? Oui. Et la question vient de Myriam Kadouri qui précise aussi « Merci pour tout votre travail qui est très inspirant à toute l'équipe de Juripop ». Oui, ça, c'est vraiment une très bonne question. Puis c'est sûr que, puis je vois des représentants d'organismes communautaires aussi dans la salle virtuelle. On attire des gens qui ont la mission tatouée sur le cœur, qui pourraient travailler jour et nuit pour le programme. Puis des fois, je leur dis que notre passion puis notre dévouement, c'est la corde avec laquelle on peut se pendre. Hein. Puis pendant la vague de dénonciation, ça a été émotionnellement très difficile parce qu'on a une équipe qui est constituée presque exclusivement de femmes. Puis statistiquement, presque toutes les femmes ont vécu des violences à caractère sexuel. Donc, nous, comme individus, on vivait beaucoup de choses personnellement, puis on était confrontés à ça au travail. Donc, ça a vraiment été un défi. Puis, on était allé chercher justement des services d'un psychologue organisationnel pour accompagner notre équipe là-dedans. Puis tout ça dans un contexte de télétravail avec le confinement qui n'était pas évident. Donc, on est une jeune organisation avec pas énormément de moyens, mais pour préserver la santé mentale de l'équipe aussi, depuis le printemps, on offre un régime d'assurance collective, puis on a fait ça, je vous dirais, ce qui nous a motivé le plus,
c'est de pouvoir offrir du soutien financier aux personnes qui veulent faire appel à du soutien professionnel en psychologie, en thérapie. Puis ouais, c'est clairement un défi là, de travailler la résilience, de lâcher prise, de mettre ses limites, sur lequel on travaille encore. Puis ça aussi, ça fait partie des défis, là, c'est clair. Absolument. On a une question, en fait, qui est assez large du docteur Frank Coleman encore, qui se demande, en fait, ce que font les structures pour protéger les femmes et les jeunes filles victimes de violences sexuelles. En fait, donc, j'imagine peut-être quelques pistes de réponse par rapport à qu'est-ce que le gouvernement fait ou qu'est-ce que les structures, de façon générale, peuvent faire par rapport à la violence sexuelle. Peut-être, Monsieur, comment si vous pouvez préciser votre question, ça pourrait être plus facile d'y répondre. Sinon, Sophie, vas-y, si tu as des éléments de réponse. Bien, je vais peut-être vous partager une anecdote. Je vous disais tout à l'heure que Jury Pop, on travaille beaucoup avec la FEC, donc qui rassemble les étudiants au niveau collégial au Québec. Puis, il y a 1 an, j'étais allée présider leur assemblée générale puis l'élection de leurs nouveaux administrateurs, administratrices. Puis, ça se faisait en soirée. Suite à ça, ils faisaient un gros party là, avec tout le monde pour souligner la fin de l'année. Puis bon, c'est des étudiants du collégial, alors comme nous toutes, il y avait beaucoup d'alcool de prévu. Puis j'ai été vraiment impressionnée parce qu'avant le début de la soirée, il y a des exécutants qui sont venus prendre le micro puis qui ont dit le consentement va être essentiel ce soir, puis pas juste pour les enjeux de violence à caractère sexuel, aussi pour les enjeux de boire de l'alcool. Ne forcez, assurez-vous toujours, pas juste assurez-vous de ne pas forcer, mais assurez-vous toujours de la présence d'un consentement qui soit clair, qui soit enthousiaste, qui soit éclairé. Voici des exécutants, des exécutantes qui vont rester sobres pendant toute la soirée et dont le mandat va être de s'assurer du caractère inclusif et libre de la soirée. Puis moi, ça m'a tellement impressionnée parce que j'avais 10 ans, 15 ans de plus qu'eux et elles, puis on n'aurait jamais vu ça à mon époque. Puis selon moi, un des legs des mouvements de libération de parole qu'on a eu en 2014, en 2017, puis cette année, c'est le fait que les jeunes sont beaucoup plus éduqués puis sensibilisés à ça. Puis selon moi, c'est nous, c'est sûr qu'on travaille Jury Pop après le coup, là, une fois que les violences à caractère sexuel ont été commises, mais l'idéal, c'est de s'assurer qu'on n'ait plus de travail, là, puis qu'elles ne soient plus commises. Puis ça passe évidemment par l'éducation. Puis moi, je trouve ça le fun qu'on travaille avec des associations étudiantes pour ça parce qu'il s'en fait beaucoup là, de ce côté-là, c'est impressionnant. Oui. Petit commentaire de France Clément, en fait, elle disait, on entend beaucoup parler de partenariat avec les CAVAC, mais en termes de référence, il serait intéressant aussi de faire connaître les CALAX, là, si ce n'est pas déjà le cas, aux avocats et avocates de Jury Pop. Oui, absolument. On travaille avec les CALAX. Peut-être que des fois, quand je le mentionnais, c'était mélangé avec CAVAC, mais en fait, le tout premier protocole de collaboration qu'on a conclu dans le cadre du programme, c'est avec un CALAX. Hier, j'étais un appel avec le CALAX de l'Ouest de l'île. Alors oui, effectivement, on travaille beaucoup avec les CALAX et avec le RQ. C'est très précieux, là, évidemment. Parfait. 2 dernières petites questions, une pas très longue en fait. Combien de personnes qui sont à l'emploi direct de Jury Pop actuellement? On est rendu à 25. Super. Et une autre question, donc votre sensibilité pour les personnes marginalisées, votre approche intersectionnelle m'a beaucoup touchée. Rares sont les services aussi sensibles, donc félicitations. Et question, si on réfère quelqu'un à Jury Pop, on doit s'attendre à quel temps d'attente pour avoir accès aux services de consultation? Une question qui vient de Mathieu Lindsay. Alors, les personnes font appel à nous soit sur le web, par notre site web ou en personne. Puis nous, ça prend un maximum de 48 heures ouvrables avant que quelqu'un de l'accueil les recontacte. Après ça, une fois qu'on a reçu toute l'information, nous, on envoie la demande à nos avocats partenaires qui doivent effectuer une vérification de conflit d'intérêts. Les avocats ont 3 jours pour faire la vérification de conflit d'intérêts puis nous revenir. Si ce n'est pas fait, on passe au deuxième avocate sur la liste. Généralement, on parle d'à peu près 5 jours ouvrables là, pour que la personne puisse être mise en contact avec un avocat ou une avocate. On a un fast track si jamais il y a des urgences. Là, si les personnes, pour une raison ou pour une autre, c'est arrivé pendant la vague de dénonciation, qu'il y avait des dates de cours, des choses comme ça, là, on peut aller plus rapidement. Mais généralement, on parle d'à peu près 1 semaine. Parfait. Ce qui est quand même très bien dans les circonstances. Bien, merci. On a beaucoup de remerciements sur le chat aussi. Merci pour la conférence. Je pense que ça a été très apprécié. C'était très attendu. Vous avez été très nombreuses en fait à participer
participé. On avait presque 90 personnes qui étaient avec nous pendant la conférence, donc merci. Merci Sophie Gagnon d'avoir fait cette conférence-là. Comme je le disais, très utile, très appréciée, très attendue. On entend beaucoup parler de jury pop, mais je pense que ça devient encore plus concret maintenant de savoir tout ce qui se fait, tout ce qui a été pensé aussi par rapport à l'inclusion, par rapport aux victimes de violences sexuelles. Fait que c'est vraiment super de le connaître, là, tant pour les partenaires du milieu communautaire que la recherche qu'au niveau politique. Là, je pense que vous êtes un atout important pour la société. Puis enfin, en terminant, en fait, je vais juste dire quelques mots sur la chaire. On ne s'est pas présenté au début de la conférence, mais donc, on est la chaire de recherche sur les violences sexistes sexuelles en milieu d'enseignement supérieur. Donc, on se spécialise en ce qui concerne le milieu d'enseignement supérieur, cégep, université. Puis, on va offrir comme ça, en fait, des conférences tout au long de l'année. Notre programmation de conférence est d'ailleurs sortie cette semaine. On a une prochaine conférence le 7 octobre à la même heure. Là, vous allez le voir diffuser sur les réseaux sociaux très bientôt. Si ce n'est pas demain, ça va être lundi, qui va porter sur les violences sexuelles et l'intersectionnalité. Donc, restez à l'affût de cette conférence-là. À la chaire, en fait, on a trois axes de recherche, en fait, où on s'intéresse à trois choses spécifiquement. Il y a tout ce qui est la question de la prévalence. Donc, on documente beaucoup ce qui est en recherche, là, vraiment la violence sexuelle, tant dans les cégeps que dans les universités. Là, je les résume très brièvement. Je vais vous inviter à aller voir le site web de la chaire là, pour plus d'informations. Sinon, on a un deuxième axe aussi où on s'intéresse tout à ce qui est la prévention, les politiques, justement, tout ce que les institutions font pour essayer de prévenir la violence sexuelle. Donc, on veut essayer de documenter ça, voir où sont les failles, justement. Sophie en parlait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les services? Donc, on n'est pas affilié, on est vraiment comme un organisme un peu indépendant, si on peut dire. On n'est pas affilié à une université, bien qu'on soit basé à l'UQAM. La titulaire, c'est Manon Bergeron aussi, là, qui est une chercheure reconnue dans ce domaine-là. Et voilà, et notre troisième axe, en fait, pour en arriver à ça, c'est tout ce qui est la mobilisation et la diffusion. Donc, pour nous, c'est bien important de diffuser les connaissances par rapport aux violences sexuelles en milieu d'enseignement supérieur, violences sexuelles en général aussi. Donc, une des choses qu'on souhaite faire pour ça, c'est de faire des conférences qui vont être offertes comme ça gratuitement à tous et à toutes. Puis on veut que ce soit vraiment tant en termes de recherche qu'en termes d'intervention, donc le milieu communautaire, le milieu de la recherche. Et donc, on y va dans ce sens-là au niveau de notre programmation aussi. Alors, ben voilà, puis je vous invite donc à rester à l'affût de ce qui s'en vient à la chaire, de ce qui s'en vient aussi comme autre type d'activité. Donc, et je termine encore en remerciant à nouveau Sophie pour cette belle conférence qui était notre première de l'année. Et j'appuie. Donc, un grand merci, un immense merci, Sophie. Merci à vous. Ça m'a vraiment fait plaisir. Puis n'hésitez pas si vous avez des commentaires, des suggestions. On aime beaucoup s'améliorer, apprendre du terrain. Là. Alors, n'hésitez pas à nous contacter au besoin. Puis bonne rentrée à tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Bye. Bon après-midi à tous.